Année électorale au Cameroun. L'élection présidentielle doit se tenir en octobre prochain. Un scrutin qui va se dérouler dans un climat très particulier. La question anglophone est de retour sur la scène politique depuis 1 an et demi. Jamais confronté au terrorisme, le Cameroun mène le combat contre Boko Haram à l'extrême nord du pays. Avec en plus une seule inconnue, Paul Biya va-t-il briguer un nouveau mandat? Pour aborder ce dossier, Fred Eboko, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes politologue, vous coordonnez le prochain numéro de la revue politique africaine consacrée au Cameroun. Alors Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, 35 ans de règne sur le Cameroun. Malgré les crises successives, les émeutes de 2008, les élections contestées, le président camerounais tient d'une main de fer le pays. Comment expliquer cette longévité ? Alors la première caractéristique de la longévité du président Biya est sa capacité à contrôler les élites politiques du Cameroun. Ensuite, il y a eu une adaptation très forte à des situations tout à fait différentes, comme vous l'avez dit, des crises, des évolutions auxquelles il s'est adapté. Et je pense que la crise économique aussi qui a frappé le Cameroun a favorisé le fait que la cooptation fonctionne à plein régime dans un pays qui était frappé par une grande précarité, notamment dans les années 90. Il faut quand même rappeler, et c'est très important de le dire, qu'entre 1985 et 1993, le Cameroun est le pays d'Afrique qui s'est le plus appauvri en dehors des pays en guerre. Toute cette situation a fait en sorte que le président Biya manifeste une grande capacité d'adaptation qui permet qu'il soit encore à la tête de l'État aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais lui reprochent notamment ses absences répétées du pays. Comment peut-il arriver à gouverner en étant si peu présent ? Mais il arrive à gouverner parce qu'il contrôle très bien son personnel politique. On peut poser la question différemment. Est-ce que quand il est sur place au Cameroun, est-ce que la mise en œuvre des politiques publiques avance plus vite ou plus lentement ? Moi, j'en suis pas convaincu. 35 ans qu'il est au pouvoir et ce constat, le président camerounais a fait le vide autour de lui. Plusieurs de ses proches collaborateurs ont été emprisonnés lors d'opérations anticorruption. Son ancien conseiller à la présidence, Titus Edzoa. Certains le sont toujours, comme Marafa Midou-Yaya, ancien ministre. Est-ce que finalement la lutte anticorruption n'est pas utilisée pour éliminer les potentiels adversaires ? Alors il y a plusieurs raisons objectives de penser ça, vu que les personnes qui ont été emprisonnées dans le cadre de l'opération Épervier, donc la lutte anticorruption, étaient aussi potentiellement considérés comme des dauphins du président Biya. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'il faut quand même préciser, c'est que cette opération anticorruption tombait quand même comme un mécanisme nécessaire pour combattre un des maux qui mine le plus la société camerounaise, qui est la corruption. Maintenant, on constate aussi que dans les faits, cette campagne épervier et cette lutte anticorruption n'ont pas eu tous les résultats escomptés. Donc on peut penser effectivement que le régime camerounais se sert du droit, parce que c'est aussi le recours d'abord au droit, pour essayer de mettre sous le boisseau quelques velléités de succession du président Biya. Ce qui est particulier ici et assez étonnant, c'est la manière avec laquelle les Camerounais se représentent finalement toute cette affaire, y compris les personnes qui sont emprisonnées. Comment ils se la représentent ? Moi, je suis très frappé par la manière avec laquelle les personnes qui sont incarcérées dans le cadre de l'opération Épervier, comment certains d'entre eux se défendent, pas devant les tribunaux, mais dans les médias. Quand j'entends des gens qui sont emprisonnés au motif qui seraient pour eux des prisonniers politiques, dire mais on a trompé le président Biya, je ne voulais pas du tout être candidat à sa succession. C'est comme si en disant ça, ils avaient fait une chose illégale. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir détourné des fonds. On ne leur reproche pas officiellement de s'être attaqué, en tout cas d'avoir voulu, c'est légitime dans un parti politique, de vouloir briguer la présidence du parti ou la présidence de la République. Ce n'est pas un délit. J'ai l'impression que quand ils se défendent, ils ne parlent pas du tout du délit qui leur est reproché. Et ça témoigne d'une représentation de la vie politique camerounaise. Alors pour l'historien camerounais Achille Membe, le pays est une dictature à huis clos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que d'un point de vue... Parce que la démocratie relève de deux aspects. La démocratie, ce sont des procédures que le Cameroun respecte, et c'est une substance qui s'est défaussée un peu du territoire camerounais. On peut le dire comme ça. Donc moi, je n'aurais pas dit une dictature, parce que dans les faits, les procédures
officielles de la démocratie sont respectées. Peut-être que j'aurais utilisé, évidemment, Achille Mbembe utilise des mots durs et à dessein. Moi, j'aurais plutôt utilisé les termes qu'on a utilisés dans l'appel à contribution pour politique africaine, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un État stationnaire qui utilise une gouvernance de la neutralisation. Alors, les Camerounais devront se rendre, en tout cas, aux urnes en octobre 2018 pour élire un nouveau président. Est-ce que les conditions sont réunies pour une élection libre et démocratique? Nous sommes en janvier. L'élection aura lieu en octobre ou en novembre. Donc, il faut que les conditions de liberté, les conditions de réunion, que toutes les conditions soient réunies. Elles ne sont pas réunies aujourd'hui? Je n'en sais rien, au début, on est en janvier. Et donc, il faudra attendre et il faudra que toutes les conditions soient réunies. On va le savoir assez vite, c'est-à-dire que les candidats commencent à se manifester. Il faudra voir s'ils ont la liberté de s'exprimer, la liberté de se réunir. Et c'est une condition essentielle. Parce qu'en cette année 2018, je pense que les caméras et les regards seront braqués sur le Cameroun. Donc il y aurait tout intérêt, y compris pour le régime en place, que toutes les conditions soient réunies pour des élections libres, transparentes et équitables. Toujours est-il que le président Paul Biya laisse planer le doute. Il n'a pas encore annoncé sa candidature. Faut-il y voir une hésitation ? Quand on compare avec les précédents scrutins, moi je ne suis pas du tout surpris parce qu'il n'annonce jamais sa candidature très longtemps à l'avance. Donc pour le moment, on a une situation que je pourrais qualifier de normale parce qu'en général, le président Biya annonce sa candidature quelques temps avant seulement le scrutin. Admettons qu'il n'y aille pas. Qui dans le parti au pouvoir peut être un potentiel candidat? Je n'en vois aucun. Je pourrais dire aujourd'hui que le RDPC, tel qu'il a été conçu, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le RDPC, j'ai failli dire, c'est Paul Biya. Donc je ne vois pas du tout, et c'est une des grandes questions du régime politique camerounais, qui est le caractère un peu tabou du dauphin présidentiel à l'intérieur du parti. Pour le moment, je n'aurai aucune réponse à vous donner. Si Paul Biya n'est pas candidat à l'intérieur de son parti, je ne sais pas qui pourrait l'être. On va évoquer le cas de l'opposition. Où en est le Social-démocratique Front, qui a longtemps été la principale force d'opposition? Ça a été un parti extrêmement important, et ça l'est encore, il y a quand même 15 députés à l'Assemblée, mais qui s'est aussi relativement essoufflé, non seulement à travers les combats, mais aussi à travers toutes les tractations qu'il a pu avoir avec le pouvoir en place. Donc il y a les deux choses. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas si le président du parti, John Frundiz, sera candidat ou ça sera plutôt son vice-président. Mais c'est un parti qui a compté énormément dans le renouveau de la vie politique camerounaise multipartiste. Et justement, ce parti est fortement anglophone. Comment peut-il se positionner avec cette crise anglophone, justement? En tout cas, je ne sais pas s'il se positionne de manière fortement différente de toutes les tendances qui se manifestent en zone anglophone et ailleurs. Mais je sais que John Frundiz avait résumé la situation de la crise anglophone en mettant toute la responsabilité sur la faillite du régime Biya. Ça peut être un acteur clé, du coup? Je ne sais pas du tout, parce qu'il y en aura d'autres. Cette année 2018 est importante parce qu'on va sortir, à mon avis, des registres de la vie politique traditionnelle du Cameroun entre le RDPC et le SDF. Cette année, il me semble qu'il y ait de nouveaux visages, qui ne sont pas tous jeunes, mais qui est de nouveaux visages qui sont en train d'apparaître dans le paysage politique. Peuvent peser alors aujourd'hui? Alors il y a Keremouna, il y a Maurice Kamto, il y a des plus jeunes candidats, Cabral Libi par exemple, qui a 37 ans. Je ne sais pas s'il a une chance d'être candidat, mais voir toutes ces figures très différentes avec des propositions très fortes et très différentes donne une image de diversité et de renouvellement du paysage politique camerounais qui est tout à fait intéressant. Maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, encore faudrait-il qu'ils puissent travailler convenablement jusqu'au scrutin. On va parler de la crise anglophone. Depuis novembre, la contestation s'accentue. Ces territoires se sentent marginalisés. Les séparatistes ont même créé une république autoproclamée d'Ambazonie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la question anglophone revienne sur le devant de la scène, alors que jusqu'ici, on n'en avait pas entendu parler? En fait, les deux régions anglophones bénéficient du fait qu'elles ont structuré les institutions politiques camerounaises depuis le condominium franco-britannique de 1916 jusqu'au référendum de 1961. En fait, c'est tout un pays qui souffrent d'un déficit de mise en œuvre des grandes politiques publiques qui sont programmées, qui sont écrites. Et les deux régions anglophones, elles bénéficient du fait que leur marginalisation peut être vue
comme une marginalisation d'une partie qui a structuré l'État camerounais. Et je pense que ça a été une fenêtre d'opportunité pour les revendications anglophones qui étaient légitimes, mais comme elles auraient pu l'être de la part des autres régions. Mais là, c'est deux régions qui sont absolument particulières et pour lesquelles il faut apporter une attention tout aussi particulière. Est-ce que cette marginalisation a été accentuée par le régime de Paul Biya ? Elle existe, mais comme elle existe pour, j'ai failli dire l'ensemble du pays. Moi, je vais vous faire une proposition. Les Camerounais pourraient réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être dans un système où on a plutôt l'impression que c'est le centre directeur de la société, l'État, qui s'est rétracté et qui s'est retiré de l'ensemble du pays, y compris les régions anglophones. Sauf qu'elles avaient une opportunité historique de dire... on nous a marginalisés, parce qu'il faut quand même voir de quoi est partie la crise. La crise est partie d'une revendication corporatiste légitime, de la traduction de documents administratifs. C'est quand même le minimum. Et voilà, le diable se cache dans les détails. Alors Paul Biya s'est d'ailleurs exprimé sur cette crise anglophone lors de ses vœux. On l'écoute. J'ai à cet égard instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice. Les opérations de sécurisation engagées à cet égard ont donné d'excellents résultats. Elles vont se poursuivre sans faiblesse, mais sans excès. Alors Paul Biya est ferme. Est-ce qu'il a les moyens de venir à bout de cette contestation par les armes ? En tout cas, il se donne les moyens de répondre par la fermeté. Je pense qu'il est nécessaire de se donner aussi les moyens de la négociation, pas forcément avec les sécessionnistes, mais de la discussion et de la négociation avec les élites anglophones qui se sont senties depuis plusieurs années humiliées, pas forcément marginalisées, mais humiliées. Et ça sera une nécessité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas seulement répondre par les armes, même si elles sont nécessaires pour respecter l'intégrité du territoire camerounais, mais il faudra aussi que les autorités camerounaises puissent écouter d'autres voix qui viennent notamment des régions anglophones. Est-ce que la crise anglophone menace les élections ? Je ne crois pas, non. Je ne pense pas que la crise anglophone menace les élections en tant que telles. On va passer rapidement, très rapidement, sur à l'autre front sécuritaire au Cameroun. À l'extrême nord du pays, l'armée doit lutter contre le terrorisme, les djihadistes de Boko Haram. En ce sens, une loi antiterroriste a été adoptée en 2014. Selon une ONG, le comité de protection des journalistes, elle sert surtout à faire taire les voix discordantes. Est-ce que sous prétexte de lutte antiterroriste, le régime n'opère pas une opération de neutralisation du débat public et politique ? Il y a deux phénomènes qui sont concomitants. Je voudrais quand même rappeler que Boko Haram, c'est 2000 morts. Donc on ne peut pas dire qu'une loi qui est faite pour répondre à un péril qui a déjà causé 2 millions de victimes est seulement faite pour neutraliser le débat public. Maintenant, à côté de ça, il y a de manière générale une attitude des autorités camerounaises pour neutraliser toute force contraire et qui pourrait profiter justement de cette loi antiterroriste. Ça, c'est exact aussi. Mais les deux choses sont différentes. La loi antiterroriste n'a pas été faite pour neutraliser le débat politique. Elle a été faite pour lutter contre un front terroriste qui existe et qui a déjà fait 2000 morts. Ce n'est pas rien. Merci Fred et beaucoup pour votre analyse. Je rappelle que vous coordonnerez le prochain numéro de la revue politique africaine consacrée au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.